Face à la montée du prix du carburant, les rumeurs ont circulé depuis quelques jours sur une éventuelle hausse du prix de l'électricité. Or, selon le ministre de l'Énergie, Rodolphe Ramanansou, il n'en sera rien car le prix du carburant n'est pas le seul facteur à prendre en compte quand il s'agit du prix de l'électricité. Il existe également un partenariat entre l'État malagasy et la société Jirama pour garder le prix actuel de l'électricité. Ainsi, selon toujours les explications du ministre de tutelle, tous les facteurs qui devront être pris en compte ne sont pas encore réunis pour que la Jirama procède à une révision de ses tarifs. Par ailleurs, concernant le contrat de concession cédé à la société Jirama pour l'exploitation et la distribution de l'électricité et l'eau à Madagascar, le Conseil de ministres d'hier a décidé de renouveler ce contrat pour une durée de 2 ans. Si auparavant l'État malagasy renfloue les caisses de ces sociétés pour qu'elles puissent tourner normalement, comme en 2007 avec les 50 milliards d'argars injectés dans cette société, ce n'est plus le cas actuellement, étant donné que depuis un certain temps, la Jirama commence à se relever financièrement, malgré encore quelques difficultés. Selon toujours le ministre Rodolphe Ramanansou, l'État malagasy a toujours procédé à la libéralisation du secteur de l'exploitation de l'électricité et de l'eau à Madagascar. Les mesures visant à délimiter les différentes circonscriptions de la gendarmerie nationale à Madagascar, prises le 14 janvier dernier, ont amené à une nette amélioration de la sécurité dans la capitale et dans ses périphéries. Toutefois, selon le chef de la circonscription de la gendarmerie nationale d'Analamang, le général Raval Manana Richard, à ce jour, le non-respect de cette délimitation et l'implication de certains responsables dans d'autres circonscriptions chamboulent la mise en application des activités. Concernant la sauvegarde de la sécurité au niveau des routes nationales, ce haut responsable a réitéré qu'il est tout à fait possible pour les voyageurs d'ester en justice les conducteurs et les transporteurs qui ne respectent pas les différentes dispositions mises en place, telles voyager en convoi. Depuis le début de ce mois jusqu'à aujourd'hui, la gendarmerie nationale a enregistré 3 attaques à main armée sur les 10 attaques qui étaient survenues. Les responsables auprès de la gendarmerie nationale ont rappelé que la sécurité est une affaire qui implique la responsabilité de tout un chacun et non pas seulement la gendarmerie nationale. Les responsables auprès de la gendarmerie nationale ont tenu à émettre des explications concernant leur position face à toutes les séries d'attaques à main armée survenues dans la capitale. Une des attaques à main armée perpétrées le 7 février dernier, qui a eu lieu à Maïtz par exemple, a vu la participation de 15 bandits armés. À partir de tous ces faits, une investigation a été effectuée par nos journalistes vers le début de cette semaine pour déterminer les sources d'approvisionnement en munitions des bandits. De ce fait, l'on a pu savoir, selon les informations émises par les forces de l'ordre, que jusque-là, ils sont encore sur le point de chercher les armements utilisés par certains militaires, accompagnant par exemple le lieutenant-colonel Charles Indianaswavn à la Bani d'Ivat le 17 novembre dernier. Différentes sources expliquent et justifient la prolifération d'armements à l'issue de différentes manifestations tenues par des militaires, notamment ce qui s'est passé à la base de la FJN et à la Bani. Parmi les armements qui font l'objet de recherche actuellement, un fusil mitrailleuse ou FM DEG-TRF avec 100 cartouches utilisées par le lieutenant-colonel Charles Indianaswavn, ex-commandant FIS, un fusil automatique UFA de type 56-1 NR 2502 6107 utilisé par le caporal Rangianaj Manana Roland, un pistolet automatique UPA Makarov UC avec 16 cartouches utilisées toujours par le caporal Rangianaj Manana Roland, un fusil automatique UFA de type 56-1 numéro 18-14-22-88 avec 60 cartouches avec ses accessoires utilisés par le caporal Maaz Touvouzaf Djabé Frédéric, un fusil automatique UFA de type 56-1 numéro 18-12-93-38 avec 60 cartouches utilisées par le caporal Raymond Martel à la Bani, un fusil automatique UFA de type 56-1 numéro 26-06-20-03 avec 60 cartouches utilisées par le caporal Ramiadassou Romulus Bruce Lee, ainsi qu'un pistolet automatique Makarov numéro AH 2193 ENCU avec 16 cartouches utilisées par le caporal Ramiadassou Romulus Bruce Lee. Selon cette liste, l'on peut déjà imaginer la puissance de ces types d'armements qui circulent librement dans la Grande Île à l'issue de l'affaire Bani actuellement.
Entre autres, un fusil mitrailleuse, 4 fusils automatiques, 2 pistolets automatiques avec 312 cartouches. Il est responsable auprès de la gendarmerie nationale de rajouter qu'il n'y a encore jusque-là que des chiffres inexacts sur le nombre des armements qui ne sont pas encore trouvés. Selon certaines informations qu'on a recueillies, certains de ces militaires cités sont déjà en fonction, toutefois les armes ne sont pas encore trouvées. La mise en place d'une nouvelle pratique de la politique est devenue une nécessité pour Madagascar, ont déclaré la plupart de nos politiciens ce jour. Cette amélioration devra passer par l'élaboration d'une nouvelle loi régissant les partis politiques et les opposants, comme l'a d'ailleurs exigé la conférence nationale, reprise dans la feuille de route proposée par le Dr Leonardo Simão, émissaire de la SADC. Cette nouvelle loi serait actuellement en gestation au sein des 2 chambres de la transition. Pour le parti politique Kradilouaf, le nombre assez élevé des partis politiques ne correspond plus à notre époque. Une sorte de regroupement des partis politiques pourrait ainsi être utile. Une bipolarisation politique qui devient une nécessité, selon Eira Koudbe, si l'on veut réellement assainir le microcosme politique à Madagascar. 3 grandes idées devront figurer dans cette loi sur les partis politiques, avance le secrétaire général du Kradilouaf. Entre autres, la définition de ce qu'est un parti politique, la définition d'un politicien et les questions relatives au financement des partis politiques. Par ailleurs, le parti Tanura Madagas Funu TGV insiste sur la considération des opposants dans le domaine de la politique en leur donnant un statut. Selon Lant Rakutmav, secrétaire général du parti TGV pour Antananarivo, il échoit aux 2 chambres de la transition de statuer sur ce sujet. Concernant la poursuite du processus de sortie de crise, ces politiciens, membres du Conseil supérieur de la transition, ont été du même avis. Il ne reste qu'à attendre le retour du Dr Leonardo Simão dans nos murs, ce dernier qui vient de présenter tout récemment son rapport des négociations entamées pendant 1 mois à Madagascar devant le Troïka et l'Union africaine. Dans nos murs depuis mardi dernier, une partie de la délégation envoyée par l'Organisation internationale de la francophonie ou OIF pour épauler la Grande Île dans la préparation des élections à venir a été reçue par le Premier ministre Albert Kamé-Vital vers la fin de la journée au palais de Mazoarivo. Ils étaient 2 à rencontrer le chef du gouvernement, entre autres Hugo Sada, chef de la délégation et délégué à la paix, aux droits de l'homme et à la démocratie au sein de l'OIF, et le général Sangara, de nationalité malienne et ancien directeur des opérations électorales dans son pays. Cette délégation émanant de l'OIF a comme objectif d'effectuer une mission technique en matière électorale en réponse à une sollicitation de la CENI. Mais leur présence à Madagascar est aussi motivée par l'évolution du processus de sortie de crise constaté voilà déjà 1 mois. Nous sommes revenus parce que il y a eu ces derniers mois des avancées importantes. Notamment des avancées par les progrès réalisés par la médiation de la SADC et la discussion sur une feuille de route qui nous apparaît à la francophonie comme un très bon texte qui a toutes les chances maintenant de favoriser une accélération du processus de sortie de crise, même si ces instances ont prononcé une suspension de Madagascar. Il était clair que pour l'accompagnement de cette transition et ce processus de sortie de crise, la francophonie restait fidèlement aux côtés de Madagascar, qui est un grand pays francophone, qui est un des pays fondateurs de la francophonie. À part ces 2 représentants, la délégation envoyée par l'OIF est aussi composée d'autres personnes, comme les Canadiens Jean Poiré et un Malgache du nom d'Andjanev Radzon, qui sont déjà dans nos murs également. Selon le général Siaka Sangara, qui a déjà travaillé dans la préparation des dernières présidentielles au Guinée, diverses activités ont déjà été entamées depuis leur arrivée à Madagascar. Nous envisageons de rencontrer tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du processus électoral, comme l'a si bien dit le délégué. Déjà ce matin, nous avons rencontré la CENI et c'était une réunion de prise de contact. Et nous envisageons de rencontrer les autres acteurs la semaine prochaine. Donc il s'agit de faire l'état des lieux et de définir les domaines dans lesquels effectivement la francophonie peut apporter sa contribution
peut utilement accompagner la mise en œuvre du processus électoral. La mission de la délégation de l'OIF devra encore se poursuivre pendant quelques jours. Le Premier ministre malgache ne pouvait que les remercier quant à ce soutien apporté par l'Organisation internationale de la francophonie, soutien qui devra garantir encore plus la transparence de toutes les élections qui devront se faire durant la transition. Leur arrivée nous donne un très grand réconfort pour faciliter donc cette voie de sortie de crise et aller vers les élections.